Attention mesdames et messieurs, dans un instant, c'est la dernière de la saison, last but not least comme ils disent. Pour cette dernière, la formidable Anne Parillo est sur notre plateau. Juste derrière moi. Et puis on la connaissait comédienne de cinéma et de théâtre. On la découvre aujourd'hui romancière. Son premier livre, Les Abusés, est paru aux éditions Robert Laffont. Il a été remarqué par l'équipe des écrivains chez Gonzague. L'avant-première Tourangelle à la rentrée littéraire. On vous le fera donc découvrir. Également au programme, évidemment, un bilan de cette saison complètement maboule avec l'équipe de Tilt et quelques surprises. La dernière de la saison, c'est sur TV2 Val-de-Loire. Et c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la saison. Bah oui, déjà, mais ce ne sera qu'un au revoir. On se retrouvera bien sûr à la rentrée. Je vous présente mes invités assez exceptionnels pour cette dernière émission. La merveilleuse Anne Parillo est avec nous. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir. Je suis ravie. Moi, je suis ravie d'être à Tours. Ah oui, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes comédienne à succès, évidemment. Vous signez votre premier roman qui est là. C'est aux éditions Robert Laffont. Ça s'appelle Les Abusés. On va en parler dans quelques instants. Vous êtes venu accompagné d'un homme formidable. Christian Panvert est également sur notre plateau. Bonjour Christian. Bonjour Émilie. Journaliste, notamment à RTL. Et surtout le monsieur organisation avec Marie-Claude et toute l'équipe des écrivains chez Gonzague. Le dernier dimanche d'août à Chanceau-Près-Loche, c'est finalement la succession logique, l'événement qui a suivi la Forêt des Livres après la disparition de Gonzague-Saint-Brice. Merci d'avoir repris ce flambeau et merci de venir aujourd'hui avec Anne Parillo. Parlons tout de suite de ce livre. Le grand thème du roman, c'est la perversité, c'est l'emprise, c'est l'abus. C'est l'histoire, en quelques mots, d'Adélie, une actrice qui est foudroyée par l'amour, un soir de dîner mondain, un amour fou et instantané pour Samuel, peintre spécialisé dans le trompe-l'œil. Mais Samuel, c'est un pervers narcissique et Adélie, c'est finalement une victime depuis l'enfance qui aura trouvé son nouveau bourreau. Cette passion, elle va virer au cauchemar pour elle et pour lui aussi. Penchons-nous un petit peu sur ce livre. Je sais que ce n'est pas facile de s'assumer sur un terrain artistique en France, un terrain différent de celui sur lequel on vous connaissait. Passer du grand écran et des scènes de théâtre à la littérature, c'est pas simple. Comment vous avez fait, Anne Parillo, ce chemin-là ? En fait, je pense qu'on ne réfléchit pas, en tout cas pas moi, dans ces termes-là. Je pense que les choses sont plus spontanées et sont plus viscérales, en fait. Et je pense que ça a été un cheminement sans réflexion et sans but précis, simplement une nécessité et un besoin et un moment où j'étais prête pour pouvoir exprimer ce que je portais en moi sûrement depuis très longtemps, mais que j'avais déjà dispatché sûrement une partie dans mes rôles, et qu'aujourd'hui j'avais envie d'être encore peut-être plus profondément dans les choses qui m'habitent. C'est une logique finalement, une suite. On parlait de la suite avec les écrivains chez Gonzague. Là, vous aussi, c'est devenu finalement simple et logique de faire ce livre aujourd'hui. Il y a une chose qui peut changer tout aussi, c'est le public et la réponse qu'il va vous donner. Alors à un film, bien sûr, et à un livre. Là, on peut faire des ponts entre les univers artistiques. Vous pouvez aussi rencontrer maintenant votre public via des dédicaces, via des salons, comme vous allez le faire pour la promotion du livre. Ça change quoi aujourd'hui ? Quels sont les retours que vous font les gens qui ont lu votre livre ? C'est assez bouleversant en fait, déjà de les rencontrer tout court. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pu parfois les rencontrer dans des salles aussi, quand on va présenter les films en tournée à travers la France. Malgré tout, ça reste avec cette distanciation. Ils sont assis sur un fauteuil, je suis sur une scène. Et voilà, le rapport est quand même pas aussi proche qu'effectivement dans les signatures où là, les gens en plus ont déjà, la plupart d'entre eux, partagé ce que vous avez proposé et qui finalement vous relatent ce qu'ils ont perçu. Ouais. Et c'est intéressant de voir toutes les différenciations et la variété qui existent dans la réception et les regards que portent les gens, parce qu'en fait, c'est en fonction de leur propre vécu à eux et de leur histoire. Donc, chacun, selon son curseur, pioche un peu de là où il s'identifie, où là il est bouleversé, ou là pour certains où il est dérangé ou questionné. Et pour nous, auteurs, c'est vraiment un moment d'émotion forte, parce que c'est là qu'on réalise la transmission et ce qu'on a essayé de faire passer et ce qui est reçu. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, ces lecteurs, quand ils vous parlent de votre livre ? Alors pour certains, c'est que ça les aide.
Pour d'autres, comme je disais, ça les questionne. Pour certains, et la plupart d'entre eux, il y a une identification. Et effectivement, de s'apercevoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur parcours difficile ou douloureux de vie et que finalement, quelqu'un prend la parole pour partager cette souffrance. Et c'est une nourriture, c'est un échange en fait, exactement, de part et d'autre. Je leur propose quelque chose et ils m'offrent autre chose et chacun se nourrit de cet échange en fait. Non, c'est très... moi, ça me touche beaucoup en fait. Et parfois, vos lecteurs, ce sont des organisateurs de salons littéraires. Christian Panvert, qu'est-ce qui vous a séduit, vous, cher ami, dans ce livre d'Anne Parillo, au point de vouloir l'inviter au lancement presse officiel de l'événement qui a lieu aujourd'hui? Pas que presque, hein, c'est au lancement officiel. Ah oui, on a été touchés par ce livre. C'est un livre vraiment que je conseille. C'est une écriture formidable. Quand une actrice, on va en reparler après. Quand une actrice publie un livre, on a toujours ce point d'interrogation. Est-ce qu'elle va être admise voilà, dans cette famille des écrivains? En ce qui concerne Anne Parillo, il n'y a pas de doute. C'est un grand oui. C'est une œuvre littéraire fiévreuse, poignante, qui nous touche et qui nous parle et qui nous dit au fond, quand on n'est pas aimé tout petit ou qu'on est mal aimé, on se construit mal. Et quand on se construit mal, eh bien, on dévie. Exactement. Je rebondis là-dessus parce que Anne, c'est 6 ans de travail sur ce roman qui est dense, qui est hyper intense. Je vous le disais juste avant de commencer l'émission, mais waouh, on est baladé un petit peu, on se prend un peu des coups comme ça dans votre livre. Mais attention, c'est pas une autobiographie. Il y a tout de même cette épigraphe que j'avais envie de citer. Comme s'il ne devait pas lire ce livre, mon père fermait ses yeux quand je le commençais et ma mère fermait les siens quand je le terminais. Votre sentiment, c'est celui que vient de nous donner Christian. L'analyse, c'est ça, c'est l'enfant qui n'a pas été protégé, qui ne s'est pas construit une base, un socle en fait de solidité, d'affection comme ça. Bien, il va avoir des difficultés après à se défendre contre les prédateurs, comme justement dans le livre. Alors en fait, ce n'est pas l'enfant qui doit se construire, on doit le construire. Lui, il arrive sur une terre, il est innocent, il est naïf et il attend de ses parents, de ses figures, d'être nourri de ce qui va le construire, le fabriquer pour son avenir. Et c'est vrai que, comme le disait Christian, quand on est maltraité ou mal aimé, voire pire dans certains cas, c'est très difficile de devenir un adulte équilibré. Et ce déséquilibre va les entraîner à une déviance et à avoir des relations déviantes parce que finalement, on ne leur a pas transmis les repères et les références qui vont leur permettre de pouvoir juger d'une relation, si elle est normale, si elle est malsaine, si elle est équilibrée ou non. Et ils vont devenir effectivement des proies pour ces prédateurs qui, eux, repèrent la faille et la vulnérabilité de la personne d'en face et va évidemment l'exploiter, en profiter et les amener à les entraîner dans des histoires d'amour infernales et à les mettre sous cette emprise, à faire de ces victimes leurs choses, les rendre à un état d'abus, à un état animal et leur faire vivre des situations de violence et de perversité. Ouais, assez inouï. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que des livres, alors beaucoup de témoignages, mais aussi des romans sur l'abus, sur le pervers narcissique, sur des relations viciées, comme ça, on en a beaucoup. Mais le vôtre, ce qui est assez unique, c'est qu'on va se retrouver tour à tour dans la tête de l'une et dans la tête de l'autre. Votre style, il est aussi, on en parlait, plein de questions, plein de phrases courtes, une façon très nerveuse de nous emmener avec vous dans la tête des personnages. Avant qu'on s'intarde un petit peu sur cette idée de on est chez l'un et chez l'autre et qui est l'abusé et qui souffre au final, je crois les deux, on peut se poser la question de la façon dont vous écrivez aussi, vous. Est-ce que c'est très instinctif, comme j'en ai l'impression, ou est-ce que vous travaillez, retravaillez en remettant votre ouvrage comme ça, sans fin finalement, sur votre table de travail? Comment vous écrivez? En fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le viscéral, il y a d'abord le spontané, il y a d'abord la nécessité profonde que l'émotion ressentie à l'intérieur se retrouve dans la sonorité des mots, dans la justesse et la précision des mots, pour que ce que je ressens puisse être ressenti à l'identique. Et donc cette précision-là demande un travail et demande une réflexion. Donc celle-là, elle n'est pas spontanée. Ce qui est spontané, c'est effectivement le fait que le livre n'est pas écrit selon une écriture linéaire. En fait, selon les situations, le contexte,
et l'émotion dans le livre lui-même, la façon d'écrire n'est pas la même non plus. Donc on a des dialogues classiques, on a des dialogues mélangés, entremêlés. Ouais. On a un journal, on a de la prose, on a de la poésie, tout dépend du vécu de ce moment-là et de quels étaient les meilleurs outils pour traduire cette émotion. Ouais. Et ça, c'était spontané. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conformité à on n'écrit pas comme ça, ou ça ne se fait pas, ou c'est pas les codes de la littérature. Ça, je voulais subir aucune influence et être vraiment dans cette authenticité du ressenti. Un mot sur ce titre, avant qu'on passe un petit peu à l'événement qui nous fait venir Christian jusqu'à nous aujourd'hui. Les abusés au masculin pluriel, pourquoi ? Alors justement, comme vous l'avez dit, c'est qu'on se retrouve dans la tête de l'abuseur comme dans celle de l'abusé, parce que ce qui m'intéressait vraiment, c'était de porter un regard différent de celui qu'on connaît, que je ne condamne évidemment pas, mais qui peut être le jugement et la plainte. Ouais. Et moi, j'avais envie de contourner et d'en parler sous un autre angle et de démontrer et d'assumer ce point de vue que l'abuseur, avant d'abuser, peut aussi, lui, être un abusé lui-même, et que finalement, c'est l'histoire de deux âmes souillées, ouais. de deux âmes abusées à l'origine, dans leur enfance, qui vont se traduire sous deux formes différentes. Un qui va accepter de souffrir, et l'autre qui va accepter de faire souffrir. Qui va faire souffrir. Ouais. Et donc, c'est toute l'étude et le décortiquage psychologique de cette mécanique de pourquoi on devient une victime, pourquoi on devient un bourreau, et quelle est cette mécanique de cette synergie comme deux muscles qui s'alimentent l'un l'autre. Vous êtes en Touraine, vous, aujourd'hui, en ami des livres et en écrivain vous-même, bien sûr, pour l'annonce du programme de la 3e édition, je crois, des écrivains chez Gonzague Saint-Brice. Vous l'avez connu, je ne sais pas si vous avez connu Gonzague Saint-Brice, d'ailleurs. Alors si, on s'est croisés plusieurs fois sur des événements, oui. Personnage haut en couleur de Touraine. Bien sûr, Christian, c'est le rendez-vous de l'avant-première de la rentrée littéraire, on va dire, dans notre Touraine. C'est le dimanche 29 août cette année. C'est devenu les écrivains chez Gonzague, mais finalement, c'est encore la Forêt des Livres qui fête ses 25 ans cette année. Hein. C'est ça, c'est plus que jamais la Forêt des Livres. Et l'exemple d'Anne Parillot est un exemple que Gonzague aurait beaucoup aimé. Parce Tout à fait. Voilà, une actrice qu'on découvre. Tout le monde me dit aujourd'hui, on ne savait pas qu'Anne Parillot écrivait aussi bien, on ne savait pas qu'elle en parlait aussi bien de son livre. Et Gonzague l'aurait invité à coup sûr. C'est certain. Moi, je suis d'accord avec vous. Et je connaissais bien Gonzague. Hein. Je suis d'accord, il aurait adoré. Et ça aurait été une découverte pour tout le monde. Ouais. Et je crois qu'on est vraiment dans l'ADN de ce qu'a toujours été la Forêt des Livres et de ce qu'est les écrivains chez Gonzague. Toujours un peu ce mélange, effectivement, entre des personnes médiatiques très aimées du public pour que ce soit populaire au bon sens du terme, c'est-à-dire que les gens soient contents de voir ces gens chez eux, ici en Touraine, et puis des grands écrivains et des académiciens encore. C'est aussi une signature de la Forêt. Hein. Des académiciens comme Dominique Bonnat, comme Jean-Marie Roy, mais aussi des icônes comme le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Bien sûr. On en parlait tout à l'heure avec Marie-Claude Mayette, la présidente. Boris Cyrulnik vient quasiment tous les ans depuis 10 ans. Et tous les ans, il apporte quelque chose de différent. Cette année, on aura une rencontre avec Marek Alter sur pourquoi ce monde est tellement violent et que doit-on faire dans les années à venir pour que ça cesse. Jean-Louis Etienne, extraordinaire explorateur, qui viendra aussi nous rejoindre. Bien et puis, vous parliez tout à l'heure d'Anne Parillot, on a Alex Lutz qui viendra aussi présenter son premier roman. Formidable, Alex Lutz. Voilà. J'adore. Moi, j'y serai à la Forêt des Livres, mais vous le savez. Hein. Mais moi, oui, je viens depuis 25 ans. Et on aura aussi des premiers romans. On ne les connaît pas tous encore. On aura le premier roman d'un critique littéraire, Éric Nolot. On aura aussi Macha Merrill qui va nous lire du Baudelaire avec Jean-Joseph Julot. Charlie Licouture qui revient parce que Charlie Licouture a été édité au Cherche-Midi Éditeur après son passage à la Forêt des Livres. C'est aussi des rencontres, de belles histoires. Il y aura Philippe Besson, je vois Benjamin Castaldi. Oui. Et voilà, pourquoi pas Benjamin Castaldi ? Finalement, il nous apporte, Charlie Licouture, je vous disais, qui revient. Benjamin Castaldi nous apporte des connaissances sur Simone Signoret que nous n'avions pas. Eh bien, on va faire un café littéraire comme on aime bien les faire à la Forêt des Livres. Très bien. Benjamin Castaldi
et une académicienne, Dominique Bonin. Ah, c'est formidable. Mais effectivement, on parlait des premiers romans. Moi, je me souviens d'avoir vu en premier roman Florian Zeller et David Fuenkinos. Je vous souhaite, chère Anne Parillo, le même destin littéraire que ces premiers romanciers-là. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour cette dernière de la saison. Les Abusés, c'est aux éditions Robert Laffont. Je vous le conseille bien évidemment. Et puis, les 25 ans de la Forêt des Livres des écrivains chez Gonzague, ce sera le dimanche 29 août à Champs-Près-Loche et c'est gratuit comme toujours. Allez, on se quitte quelques secondes. On se retrouve juste après la pub avec la dernière partie de la dernière de la saison. On va faire un petit bilan de cette saison complètement folle avec l'équipe de Tilt. À tout de suite sur TV2 Val-de-Loire. De retour sur votre plateau avec un programme de Maboule. C'est la dernière partie de notre dernière de la saison. J'ai donc le grand plaisir de recevoir sur ce plateau une autre extension de Tilt, c'est ça, le présentateur du début de semaine. Salut Samuel Collin. Salut Émilie, je suis ton joker. Mais ouais, c'est mon collègue, c'est lui qui vous accueille en début de semaine dans Tilt avec toujours ce joli sourire. Et Antoine est là aussi. Alors Antoine, vous l'avez bien vu cette année, est-il besoin de le présenter? Salut Antoine. Bonjour. Nous t'avons encore vu hier faire des postures d'électro-fitness, etc. Exactement, Banana Pearls. Tu as tout fait dans cette émission, tu étais le super assistant de production de cette saison. On va en parler un tout petit peu. On fait le bilan, comme dirait la chanson, de cette saison qui est mouvementée et qui touche à sa fin ce soir. C'est quoi le bilan pour toi, Samuel, justement? Comme tu viens de dire, c'était surprenant, hein, il y avait énormément d'inattendus, donc il a fallu s'adapter. C'est vrai que l'émission... Se montrer agile, c'est ça, hein. Exactement, agilité Startup Nation. En tout cas, c'est vrai qu'il a fallu s'adapter, ça c'est évident. Moi j'ai récupéré l'émission en milieu d'année, vers octobre. Octobre, c'est ça, hein. Et il y a eu beaucoup de choses, comme pour tout le monde d'ailleurs, hein, beaucoup d'inattendus. On a eu des couvre-feux, des confinements, Moi, et je te donc, revois une télé vendre doit le s'adapter. truc où je te disais, mais si, tu vas voir, c'est génial de faire Tilt, puis finalement, ça va être facile. Ça va être facile, et en fait, les enfers du confinement se sont déchaînés contre nous. Il a fallu tout le temps inventer. Bon, alors le bilan, c'est pas que ça, mais c'est vrai que c'est une part importante. C'est comment faire malgré tout, comment faire avec. Ouais. Et je pense que cette année, si on regarde dans 5-10 ans, qu'est-ce qui s'est passé en 2020, 2021, on se souviendra de ça, de ces changements de programme constants. Ça nous fera des souvenirs, comme on dit, quand les vacances sont ratées et qu'on n'a eu que des tuiles, on a cru sur l'autoroute, on s'en souviendra. Toi, Antoine, c'est quoi ton bilan cette saison? Écoute, j'ai rencontré plein de monde, j'ai fait plein de choses, j'ai fait des images, j'ai rencontré plein d'invités, des Goncourt, des chefs étoilés, des poules, des chouettes. Oui, j'ai rencontré des poules. Et oui, un hibou petit duc. Oui, aussi, exactement. C'est ça, c'est une saison qui a compté pas moins de 3 formats de Tilt. D'abord 45 minutes comme on le connaît normalement en septembre, puis patatras, reconfinement. Et là, le lundi 2 novembre, on a dégainé un nouveau format de Tilt de 13 minutes, de l'info servicielle. On vous disait où aller chercher des masques, etc. Et puis les bonnes nouvelles, c'était important de les garder tous les jours un petit peu à l'antenne. Toi, Samuel, tu es aussi journaliste, tu étais avant tout journaliste sur le JT. Les mauvaises nouvelles, ça te connaît, ça vous connaît dans l'info. Là, finalement, c'était important quand même de montrer ce que faisaient les gens sur le terrain de positif. Oui, c'était important parce qu'il y a d'autres choses à raconter. C'était aussi très important pour les artistes parce que Mini-Tilt, c'était pendant une grande partie, c'était 13 minutes, c'était une grande partie consacrée aux artistes. C'est vrai. Et ça, c'était important pour montrer comment une grande frange de la population, une grande partie des gens qu'on va voir d'habitude, continuaient à être là. Et ça, c'était bien. Et c'est vrai que le JT, quand on est sur le JT, quand on regarde les informations, on a toujours l'impression que c'est énormément de Covid, ou en tout cas ça l'a été pendant très longtemps, énormément de Covid, et évidemment sous un angle pas évident ou un peu difficile. Ouais, bien sûr. Et là, c'était une manière de montrer comment les gens s'adaptaient, donc autrement dit positive, et c'est vrai que c'était important, je pense aussi pour les spectateurs de voir ça. Important pour les spectateurs, important pour les invités. Toi, tu étais au front, Antoine, parce que c'est toi qui décrochais ton téléphone pour dire on vous invite, on va faire ci, on va faire ça. Qu'est-ce qu'ils te disaient, les invités, quand on disait voilà, on vous invite à parler de ce que vous faites, qui est positif? La plupart du temps, ils étaient très contents, pouvoir enfin parler un petit peu d'eux. Et en fait, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, mais je vais le sortir là maintenant et je peux pas. C'est super de pouvoir en parler et de pouvoir soutenir les artistes locaux, quoi. Il n'y a pas que les artistes, hein, juste très rapidement, mais il y a énormément de créations d'entreprises. On a créé ça il y a 3 mois, on n'a pas arrêté, parce que c'était il y a 3 mois, donc on continue sur la lancée, mais c'est pas évident. Donc il y a eu aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus sur le plateau. Et ça, c'était joli. Regardez, on fait un petit retour en images sur cette saison de fou. Et avec ces 2 doigts-là, je vais faire l'harmonie et la basse.
Claude Monet, c'est un type qui a décidé qu'après que Léonard de Vinci soit venu ici, en Touraine, il fallait qu'on peigne autrement. Julie Gaillet est arrivée sur notre plateau. Bonjour Julie. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Merci, merci de nous inviter. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes venu avec un voisin, Nicolas Vanier, réalisateur. Bonjour. Bonjour. Un tournage éco-responsable, quelques Oui. exemples. Mais non, C'est mais ça. vraiment, j'ai découvert ça. Moi, alors, ça fait longtemps que Nicolas fait ça et ça se bonifie chaque tournage, puisqu'en fait, c'est l'idée de réfléchir tous ensemble, de se mettre autour d'une table et de voir comment on peut moins impacté. polluer, moins impacter. Alors, on était parti sur une brûlure avec des lambeaux de peau et des trucs comme ça. On en est où? Oui, bah là, j'attends que ça sèche, en fait. Très C'est bien. un peu le secret si on va trop vite après dans le maquillage. Nous avons un mannequin plateau, puisque regardez, m'étant personnellement mariée, je me lève, chers amis, m'étant personnellement mariée il y a presque 2 ans maintenant, j'avais opté pour le modèle de From Montbazon. J'ai un peu l'impression de recevoir Papy Brossard ou je sais pas, le gros baraquet de Malabar. On n'a pas l'impression que vous existez dans la vraie vie, Max Baucher, et pourtant, il est là aujourd'hui. Elle va fêter ses 5 ans dimanche. Joyeux anniversaire, Wowoka. Est-ce qu'on lui fait un gâteau de petits vers de terre et d'insectes? Pour vous, qu'est-ce que c'est que la littérature? À l'Oulipo, on a une définition très très ouverte. C'est un acte volontaire d'écrire. Donc ça exclut par exemple les horaires des chemins de fer. Alors je vous présente un coq Pékin, bleu frisé, qui aurait pu aller en expo si on avait pu. S'il y avait eu des expos. Voilà, un petit peu détail entre la grippe aviaire et le confinement. Mais regardez, il est tout à fait possible d'avoir aussi une éclipse de lune. Donc vous voyez la lune, là, elle est éclairée par le soleil. Elle est éclairée par le soleil, puis ensuite, regardez, elle va passer dans l'ombre de la Derrière, Terre. c'est Voilà. Donc il suffit de peindre, de rajouter des petites moustaches. Et là, voilà, on a chacun notre petit masque. Donc il y a C'est royal, renard, cochon, guépard, voilà, trop mignon. Dans quelle commune d'Indre-et-Loire habitent les Cocognaciens? Les Cocognaciens, est-ce que vous savez d'où est-ce qu'ils viennent? De Couëmes, de Sigogné, de Contivoire ou de Courcouet? J'aurais dit cigognier. Eh bien, vous avez raison. Sigogné. Ah là là, Basile, vous nous faites rêver avec votre... On n'a pas beaucoup vu ce masque nez de cochon que vraiment j'aime beaucoup. Merci Élise d'avoir fait ça, Samuel. On a vu qu'on est passé un petit peu par tous les états. La rentrée, c'est le 6 septembre. Sam, un mot? On recrute? On a besoin de chroniqueurs, on a besoin de chargés de production aussi pour remplacer Antoine qui va laisser sa Ça va place. nous manquer, hein? Et on a besoin de chroniqueurs, effectivement, pour avoir encore plus de monde et plus de propositions pour les téléspectateurs, toujours. Donc si vous avez un talent, si vous êtes spécialiste d'une discipline, si vous parlez aux animaux, je ne sais pas. Comportementalistes animaux, Ouais. effectivement, on en recherche un ou une. Et puis, oui, il faut trouver certainement un chroniqueur santé, certainement un chroniqueur... alors, culture, on en a beaucoup, mais il y a énormément de choses à présenter. Donc, on recherche des chroniqueurs. Si vous voulez faire de la télé, vous avez l'opportunité de le faire sur ce plateau. Avec Sam et moi, normalement, on rigole bien. Toi, il faut faire quoi pour être assistant de production? Il faut être bon en tout, hein. Et faire de la télé aussi. Il faut être bon au tout, il faut savoir tout faire et il faut surtout savoir courir. C'est ça, le marathonien de TV Tour Val-de-Loire, c'était Antoine cette saison. Merci Antoine de nous avoir accompagnés tous les deux pendant toute cette saison qui était mouvementée. Merci à toi Samuel aussi, et puis merci à vous de nous avoir suivis. On va pas se quitter comme ça, on va se quitter avec de la culture comme d'habitude. Ça a été notre chronique phare de la saison, on va dire, la bamboche. C'est le tube de l'été. Dans la bamboche, c'est reparti. Et retour en plateau, c'est la magie de la télévision avec les You&Mans. Alors vous avez reconnu à droite de l'écran, c'est ça, notre You, notre humoriste maison. Salut Julie. Salut Milly, salut tout le monde. On la connaît bien notre You, mais tu es venue avec une moitié. Qui est-ce? Eh oui, Emmanuel Guitare, super musicien. Donc c'est You et Manu, les You&Mans. Tout de suite, tu vas nous chanter. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? On avait envie de faire honneur à notre public, donc la banane, pour garder la banane et pouvoir passer de belles vacances surtout. Et c'est parti pour le tube de l'été. On va passer de belles vacances grâce à vous. Nous, on se donne rendez-vous le 6 septembre prochain pour le lancement de la nouvelle saison de Tilt. Passez un très bel été tout de suite. C'est à vous les You&Mans. À tous les fruits de France, je représente les bananas. Les petites, les grosses, les maigres, les grandes, les moches aussi. Yo, les You&Mans sont dans la place. S'enfiler une banane et vite la chiasse. Wesh frère, t'as cru que j'étais une grognasse? Yo, Manu You rêve de Vegas. Moi j'aime pas la banane, elle me sert de frange. Moi
j'aime trop la banane sous ma peau d'orange. Moi j'aime trop la banane quand ça me démange. Je sacrifie ma banane pour le libre-échange. Ouh, waouh, banane. Waouh, ouh, nanaba. Ouais, j'adore la banane parce qu'elle se mange. Ouais, j'adore la banane parce qu'elle se range. Bah ouais, j'adore la banane. Et si ça te dérange, bah mets-la dans ton cul pour le challenge. Moi j'aime trop la banane, elle me sert de frange. Moi j'aime trop la banane sous ma peau d'orange. Moi j'aime trop la banane quand ça me démange. Je sacrifie ma banane pour le libre-échange. Ouh, waouh, banane. Waouh, ouh, nanaba. Yo, les Human sont dans la place. Alors frère, la banane évite la chiasse. Et encore, pas ici l'ananas. Bête de flow, les Human sont à Vegas. Moi j'aime trop la banane, elle me sert de frange. Moi j'aime trop la banane sous ma peau d'orange. Moi j'aime trop la banane quand ça me démange. Je sacrifie ma banane pour le libre-échange. Moi j'aime trop la banane, elle me sert d'échange. Moi j'aime trop la banane avec mes petits anges.